Donc, bienvenue à tous à ce nouveau webinaire consacré à la conception de l'acier selon les règles américaines. Avant de commencer, quelques infos pratiques. Donc, comme vous savez, si vous avez l'habitude de participer à nos webinaires, le micro des participants est coupé. Si vous avez la moindre question, vous pouvez les poser directement dans la fenêtre prévue à cet effet. Et enfin, comme tous nos webinaires, ce webinaire sera enregistré et sera disponible dans quelques semaines sur notre chaîne YouTube. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la conception des aciers, donc des charpentes métalliques entre autres, selon les règles américaines. Donc je vais donner un petit aperçu général de la façon de modéliser, qu'est-ce qui est disponible dans le SCI Ingénieur V25 pour la conception des aciers selon les règles américaines. On reviendra également sur les quelques améliorations qui ont été apportées à la version de SCI Ingénieur V25. Donc je vais passer maintenant directement sur un petit modèle. Donc, ici, nous retrouvons un modèle, une petite modélisation faite en charpente métallique. Donc, je ne vais pas revenir sur la façon de modéliser. Bien sûr, euh, certaines personnes ont peut-être déjà pu modéliser directement dans notre logiciel C Ingénieur, ou alors pour les personnes qui débutent, vous pouvez retrouver également sur notre chaîne YouTube des webinaires sur comment modéliser, comment intégrer, comment modifier une structure, enfin, tout des petites indications sur comment modéliser dans C Ingénieur. Donc avant toute chose, voilà. Donc avant de passer sur la conception sous la norme IBC, donc la norme américaine, on va parler un peu de ce qu'on a fait ici dans cette modélisation. Donc pour commencer, je vais aller dans paramètres du projet. Donc, vous pouvez donner forcément des données au projet. Donc ici, vous choisissez le type de structure. Donc là, on est sur une structure de type général. On aurait pu également utiliser Portic 3D, donc avec Portic X, Y, Z. Mais ce qui est important, c'est bien sûr de sélectionner la bonne norme. Donc ici, j'ai sélectionné la norme IBC, donc qui est la norme américaine. Si la norme n'est pas disponible dans votre interface, plutôt dans le paramètre, ça veut dire qu'elle n'a pas été implémentée. Donc pour l'implémenter, il faut aller sur les trois petits points, à faire ajouter, et vous allez rechercher la norme directement ici dans la fenêtre prévue à cet effet. Donc comme vous le sachez déjà, enfin comme vous le savez déjà, euh, dans les nouvelles interfaces, principalement dans les 64 bits et sur les nouvelles versions, excusez-moi, on a principalement quatre normes qui sont référencées. Donc la norme américaine, bien sûr, la norme brésilienne, la norme Eurocode, qui est principalement utilisée par nos clients en Europe, et la norme suisse. Hop, je supprime celle-là et faire fermer. Ensuite, après avoir sélectionné la norme, bien sûr, on va sélectionner le matériau. Donc ici, on a coché acier et on a été sélectionné un matériau par défaut en acier. Alors bien sûr, vous pouvez également modifier la bibliothèque des matériaux, aller changer quelques propriétés générales du matériau en question, enregistrer ou aller chercher directement une base de données de matériaux. Autre chose qui est un peu différent forcément par rapport à la norme européenne ou à la norme Eurocode, c'est le système d'unité. Vous pouvez utiliser les deux systèmes d'unité. Enfin, nous avons plutôt deux systèmes d'unité dans SI Ingénieur. Le format métrique, qui est le système principalement européen. Si on écarte un peu les pays entre guillemets anglophones, par exemple les, enfin, enfin, la Grande-Bretagne. Et ensuite, nous avons par contre le format impérial qui est utilisé en Grande-Bretagne, mais également dans les pays américains. Donc là, je vais cocher juste impérial. Vous pouvez également configurer les unités, donc avec par exemple la géométrie pour tout ce qui est longueur, angle, et également si on développe, on peut aussi
changer la longueur de décimale et le type de format de sortie. Bien sûr, vous pouvez également automatiquement le faire directement depuis l'interface, ici dans les unités. Je vais attendre que le logiciel me donne la main. Voilà. Donc ici, vous pouvez également gérer les unités et changer ici le système d'unités et le type d'unité. Donc ici, sur l'impérial, on a 3 unités, le pouce, le pied et le yard. Maintenant, on va parler un peu de tout ce qui est chargement. Donc, on peut retrouver ici tous les cas de charge qui ont été créés et on peut aussi afficher, comme vous le savez, les différents chargements associés à ces cas de charge. Donc, je vais aller tout de suite dans les cas de charge. Et ici, dans cas de charge, on a créé 5 cas de charge, donc avec 2 charges permanentes, donc une charge de poids propre qui va prendre en compte tout ce qui est représenté, donc toute la structure qui est représentée dans l'interface. Également une autre charge de type permanent, de poids propre également, mais qui sera, par exemple, tout ce qui est bardage, tout ce qui n'est pas forcément représenté dans l'interface et qui est associé à à une charge permanente, donc du poids propre. Et après, nous avons du charge de vent, de plancher et de toiture. Bien sûr, on peut paramétrer, donc forcément, on va retrouver, donc, que ça soit permanent ou variable, le type d'action. À quel groupe de charge, forcément, on va associer ces cas de charge, le type de charge, la spécification, la durée, ainsi de suite, et aussi, bon, par exemple, si la charge cause des déplacements transversaux significatifs ou également si on utilise du vent 3D. Si je vais un peu plus en détail dans les groupes de charge, voilà, on retrouve ici 4 groupes. Donc le premier qui est le groupe pour les charges permanentes, le deuxième qui est ici en relation standard, je reviendrai un tout petit peu plus tard sur les relations, de charge variable et de type charge variable L. LR pour charge variable de toiture pour la toiture et la charge de vent. Nous avons également mis à jour certains types de charges qu'on peut retrouver ici. Et enfin, concernant les relations, bon ça, rien n'a changé. Ici, on a toujours la relation standard, exclusive ou ensemble, donc qui vont faire qui vont permettre aux combinaisons, qu'on viendra un peu plus tard, d'associer les bons cas de charge suivant la relation. Est-ce qu'on va être en standard? Donc standard, pour un peu résumer à quoi ça consiste, standard, on va avoir soit le cas de charge A ou B, ou les deux en même temps, ou aucun des deux. Exclusif, c'est soit l'un, soit l'autre, par exemple pour le vent. Et ensemble, c'est toujours les deux cas de charge ensemble ou aucun des cas de charge. Si je vais maintenant dans les combinaisons, on va parler un peu des combinaisons. Donc, on va retrouver ici 2 combinaisons qui ont été créées automatiquement. Donc, principalement, ici, c'est la combinaison LRFD en ultime et LFRD en service. Donc, qui correspond, si on fait une analogie avec l'Eurocode, à l'ELU et à l'ELS. Donc, ici, ils sont mis à jour automatiquement. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va rajouter un nouveau cas de charge, il va être automatiquement associé à la combinaison. Donc, on a 2 types de combinaisons en IBC. On a les LRFD et les ASD. Donc, LFRD qui représente la conception du facteur de charge et de résistance. Donc, qui consiste à dimensionner les éléments structuraux en utilisant certains facteurs pour réduire leur résistance de telle sorte qu'aucun état limite applicable n'est atteint lorsque la structure est soumise à certaines combinaisons, de charge. LRFD approprié. Donc ces combinaisons de charges sont le résultat de la fraction enfin plutôt la factorisation, excusez-moi, de la charge réelle, donc appliquée et associée à des facteurs de sécurité. Ensuite, vous avez la conception de résistance admissible, donc c'est le type
ASD. Donc en revanche, l'ASD signifie ici la conception de contraintes admissibles. Donc ça consiste à dimensionner les éléments structuraux de telle sorte que les contraintes calculées élastiquement au stade de l'analyse sous les charges nominales ne dépassent pas une certaine contrainte admissible spécifiée. Donc cette méthode est également connue sous le nom de conception par contrainte de travail. Donc les charges nominales sous lesquelles les contraintes élastiques sont calculées viennent bien sûr d'une combinaison de charges ASD. Donc nous pouvons ici retenir que la conception LFRD est celle qui est la plus étroitement liée à ce qui est fait également dans la norme européenne, où nous appliquerons aussi des facteurs de sécurité à la fois du côté chargement, mais également du côté de la vérification et de la conception. Donc nous prenons en compte les incertitudes, bien sûr, à tous les niveaux de la conception. De l'autre côté, l'ASD compare des contraintes admissibles de conception. Donc nous allons juste considérer ici des éléments sans, enfin plutôt des charges sans facteur de sécurité qui seront appliquées sur ces charges, mais nous limiterons considérablement la contrainte autorisée dans la structure. Donc si on résume un peu, hein, aujourd'hui, hein, la méthode qui est la plus utilisée, c'est la méthode LFRD, hein, qui est la méthode la plus appliquée pour la conception de l'acier. C'est pourquoi cette méthode ici est donnée par défaut dans notre logiciel SciIngénieur. Vous pouvez également, si vous souhaitez, créer de nouvelles combinaisons. Donc un peu comme le recode, on peut créer des combinaisons linéaires ou automatiques, ou alors des combinaisons suivant, comme je vous l'ai dit, LFRD ou ASD. Vous avez également la possibilité de activer le coefficient actif afin de multiplier par un coefficient actif, c'est le nom l'indique ici, vos différents cas de charge. On va passer maintenant aux sections transversales dans SciIngénieur pour une conception à la norme américaine. Donc dans les sections, vous voyez qu'ici nous avons une bibliothèque, forcément nous l'avons déjà modélisé dans l'interface, mais si je vais un peu plus en détail dans les nouvelles sections, on va retrouver un peu comme le recode des profilés acier suivant forcément une bibliothèque américaine. Donc vous pouvez également ici, comme dans l'Eurocode bien sûr, hein, filtrer suivant la bibliothèque américaine, brésilienne, britannique ou européenne. Donc là, si on suit américain, on va avoir que accès au profil américain. Donc on peut avoir différents types de profils, des I, des H, des tubes, des U, etc., etc. Vous avez également la possibilité d'aller créer des sections paires, des sections fermées, des jarrets, des PRS ou même des parois masses. Voilà. Rien ne change par rapport à ce qu'on peut faire déjà à l'Eurocode, bien sûr. Et pareil, on peut aussi créer nous-mêmes nos propres sections paramétriques ou des sections assez simples, mais qui sont pas forcément répertoriées dans les parois minces ou dans les sections soudées ou composées. Donc, dans la section générale, on peut créer nous-mêmes nos propres sections soudées, composées, parois minces, qui peuvent venir également d'un DXF, d'un DWG. Si je rentre un peu plus en détail dans les sections, comme vous le savez, on peut aussi avoir accès forcément aux différentes propriétés de la section. Le matériau qui applique à la section, le type de la section, à quelle référence, à quelle bibliothèque appartient la section, tout ce qui est couleur, forme initiale, fibre et partie. Si vous voulez également créer, par exemple, aussi une analyse MF 2D, plutôt réservé pour les sections de type général ou alors qu'on a fait nous-mêmes, donc ça revient au même. Et enfin, les propriétés de la section. Alors bien sûr, les différentes sections, on a rajouté des sections, on a mis à jour les bibliothèques suivant les nouvelles bibliothèques connues des sections américaines. Si je vais un peu plus ici en détail sur par exemple la forme initiale, on peut également jouer sur la forme initiale ici, sur le type d'élément. Est-ce que les différents éléments, donc ici c'est une section en I, on a différents éléments, enfin plutôt différentes fibres, et quel est le type de la fibre? Est-ce que c'est une fibre qui sera simplement symétrique, doublement symétrique? Donc là ici CSO c'est pour doublement symétrique, comme on est sur un I. Les parties qui sont fixes, donc c'est les parties ici entre guillemets ready,
Et enfin, les parties internes, ici, représentées par le I, qui est la lame de la section. Donc ça, c'est très important, en fait, de paramétrer. Alors là, c'est fait par défaut, étant donné que c'est une section générale, enfin, c'est plutôt une section d'une bibliothèque, donc il n'y a rien à modifier ici. Et ça, c'est très important pour le calcul de la classification de la section. Donc, si je vais un peu plus dans les détails maintenant, la classification et section, on peut avoir les différentes contraintes, que ce soit de flexion suivant axe fort, axe faible ou de compression, et la classification, qui est donnée ici, bien sûr, depuis la version 25, avec la nouvelle norme AISC 360-22. Vous avez également le détail des différents calculs qui est donné ici. Ouais. Donc, à propos, je reviens très rapidement sur les différents cas de charge, je vais juste les parcourir. Donc, on a deux charges permanentes, le poids propre, une charge ici permanente, donc de type plancher, donc c'est le poids du plancher, poids propre du plancher. Une charge d'exploitation de notre plancher et une charge d'exploitation de notre toiture. Et une charge de vent, donc là c'est une charge très simple de poussée de vent suivant une direction donnée. Dernière chose, sur les combinaisons, j'en ai pas parlé encore, c'est que vous pouvez également éclater les combinaisons. Étant donné que là on est sur les combinaisons automatiques de 10 enveloppes, nous allons en fait avoir dans cette combinaison une multitude de probabilités, enfin plutôt de combinaisons linéaires. Donc vous pouvez utiliser ici en éclater en combinaison linéaire ou en combinaison automatique. Donc là, si j'éclate en combinaison linéaire, je vais avoir toutes les combinaisons qui vont être créées ici. Et je vais retrouver également tous mes coefficients de pondération suivant la méthode de conception ou de combinaison LRFD. Voilà, je vais juste supprimer ça, j'en ai pas besoin ici. Donc maintenant, je vais lancer un calcul linéaire. Donc le calcul linéaire, il peut être lancé directement sans avoir au préalable créé les cas de charge. En fait, on va faire la modélisation là en faisant le calcul linéaire juste avec le poids propre. Ça permet de vérifier est-ce que la structure est correcte, est-ce qu'on n'a pas des nœuds qui sont dans le vide et qui devraient être attachés à d'autres barres. Voilà, c'est surtout pour vérifier si notre structure est déjà stable et qu'il n'y a pas d'erreur de structure ou d'erreur de modélisation. Fermé. Donc, si nous allons maintenant dans les résultats, on peut très rapidement regarder la déformée. Je vais juste cacher les charges. Ouais, et je vais mettre en cas de charge LCA, qui est le cas de charge de poids propre. Je vais laisser en 3D. Voilà. Ouais. On va avoir des petits déplacements, donc très très faibles, qui sont liés au poids propre. Donc, voilà, on peut voir que déjà la structure, elle travaille correctement, à mon sens, du fait qu'on n'a pas des déplacements significatifs et que on voit pas des nœuds qui se baladent. Enfin, en tout cas, on n'a pas des déformations très élevées ici. On peut également vérifier, par exemple, aussi les efforts internes. Voilà, on peut faire pas mal de vérifications, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, que ce soit déplacement, déformation des nœuds, enfin plutôt déformation 3D, déplacement en nœuds, déplacement de la structure, efforts internes. Donc là, si je prends les efforts internes dans un élément, je peux regarder. Voilà, j'aurai le diagramme des moments, bien sûr avec l'unité américaine. Alors, je l'ai pas dit, mais si vous souhaitez, pour les personnes qui sont peut-être moins habituées à utiliser les- le système d'unité américain, elles peuvent encore utiliser normalement le système métrique. Ça va rien changer à la conception. C'est juste qu'on va avoir les déplacements, enfin, plutôt les déplacements et les efforts sous une unité européenne. Bon, voilà. Donc je repasse en impérial. Voilà. Donc, vous pouvez switcher comme ça entre les unités pour les personnes surtout qui sont pas assez expérimentées entre guillemets dans la correspondance entre par exemple des kilonewtons par mètre carré en KSI par feet carré, je pense pour le la charge d'exploitation par exemple ici. Voilà.
qui sont donnés ici, par exemple en KIP par pied carré. Voilà. Donc on aurait pu par exemple, en résumé, on aurait pu par exemple déterminer nos différents chargements directement avec l'unité européenne. Donc avant maintenant d'entrer un peu plus en détail sur la conception acier, il y a quand même quelque chose qui est vraiment important que nous regardions, c'est le paramètre de flambant, afin d'obtenir des résultats corrects dans la conception acier. Donc il est vraiment important, hein, comme je vous l'ai dit, que nous mettons les bonnes hypothèses et que nous définissions correctement les systèmes, les paramètres de flambant. Donc généralement, si ingénieur identifiera automatiquement quels sont les nœuds de support pour le flambant et donc quels sont les nœuds dans lesquels le flambant peut se produire. Il calculera même, par exemple, il calculera même les facteurs de flambant pour vous, mais il faut faire quand même très attention. C'est pour ça qu'on va aller un peu plus en détail ici sur certains paramètres qui peuvent être erronés. Donc on peut avoir des fois des surprises hein, sur par exemple les paramètres de flambant, plutôt les longueurs de flambant, le K qui va être calculé, le KY ou le KZ, calculé par le ingénieur de façon automatique. Donc on va aller ici, je vais vous montrer très rapidement sur un poteau. Donc je vais quitter peut-être juste les calculs. Je vais prendre mon poteau. Et comme à l'Eurocode, c'est le même principe. On a longueur de référence et paramètres de flambant. Donc je vais dans gérer. Donc là, oui. Je vais agrandir un peu. Voilà. Donc je retrouve bien mon poteau avec la localisation où se situe le poteau dans la structure. Ça permet de savoir où se trouve le poteau déjà dans un premier temps. Donc on a plusieurs propriétés et paramétrages. Donc on a forcément les 4 paramétrages qui sont les deux premiers pour la longueur de flambement du poteau, donc suivant l'axe YY et ZZ. Le flambement torsionnel, donc là le premier c'est bien sûr le flambement flexionnel, YZ le flambement torsionnel et DEF pour le déversement. Vous pouvez également, hein, comme à l'Eurocode, associer le même paramétrage pour certains flambements ou déversements, enfin plutôt point d'appui. Donc on retrouve ici les points d'appui. Si par exemple ici je clique ici, je désactive en fait le point d'appui. Ça veut dire qu'on va être plutôt ici entre le point d'appui intermédiaire et le point d'appui haut, qui est plus vraiment un point d'appui. On aura une longueur de flambement qui sera différente si on laisse en calcul. Donc là c'est pas le cas. Vous voyez que SIA a également repéré que dans les deux directions, on a des points d'appui, du fait que nous avons des traverses. Vous avez également la possibilité de changer le flambement torsionnel, ici avec un coefficient, si vous l'appliquez un coefficient différent de 1, et le déversement, avec le KLTB, qui est la longueur de déversement, le K, qui est la longueur de flambement, et KW, qui va dépendre des conditions d'appui, encasser, rotuler, etc. Vous avez également les configurations avancées. Ça, c'est pas nouveau non plus. C'est aussi disponible à l'Eurocode. C'est le point d'application se situe le point d'application de la charge. Voilà, stabilisant, déstabilisant en bas, en haut. Et on a également la possibilité de laisser calculer laisser au logiciel la possibilité de calculer le moment critique ou l'utilisateur peut déterminer également directement le moment critique. On aura ici une cellule supplémentaire qui va apparaître dans lequel on va appliquer ici le moment critique. Si je reviens très rapidement également sur les coefficients de flambement, on a également la possibilité, on en reparlera un peu plus tard aussi dans ce webinaire, le laisser soit calculer, soit coefficient, soit longueur. Donc si vous laissez calculer, c'est automatique. Le logiciel va calculer automatiquement une longueur de flambement ici. Et coefficient, c'est vous qui donnez, voilà, par exemple coefficient 1, ça va être une fois la longueur entre chaque appui. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de changer des placements. Donc, c'est plutôt le nœud déplaçable ou non déplaçable selon la configuration acier, ou alors vous pouvez dire c'est tout déplaçable, tous non déplaçable ou personnalisé. Si vous avez le bas du poteau qui est non déplaçable et le haut du poteau qui est déplaçable. Vous avez également les paramètres pour la portée des flèches. Voilà. On peut également changer. Si vous souhaitez changer, on peut également les changer ici
par travée, pour toutes les travées, vous pourrez changer directement les valeurs, ils seront associés que à cet élément du poteau ou alors d'une traverse ou d'une solive par exemple. Donc là, on va laisser selon configuration acier, on reviendra un peu plus tard sur la configuration acier. Donc on va continuer, maintenant on va aller sur la configuration acier. Donc nous avons ici en premier lieu la configuration acier. Donc c'est ici qu'on va avoir tous les propriétés et paramètres pour le calcul et la vérification de nos différentes sections et différents éléments. Donc quelque chose qu'on va déjà développer, c'est les paramètres de flambement par défaut. Donc vous voyez qu'on a les coefficients de flambement, KY et KZ, donc ils sont ici calculés. Donc vous voyez que ça va être calculé comment? Bon, ça va être calculé en fait suivant la raideur aux deux nœuds aux extrémités de la poutre. Hein. Donc on va aller rechercher donc là c'est pas développé. Hein. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez aller sur l'aide, sur le dans l'aide de SIA, vous allez retrouver le détail des formules. Mais en gros, en fait, on va aller rechercher le déplacement, la rotation et les moments aux extrémités des nœuds afin de calculer une raideur. Et avec cette raideur, on pourra calculer le KY ou le KZ. Alors très important, on a deux types de combinaisons. On a soit en nœud déplaçable ou non déplaçable, ce qui est défini ici juste en dessous. Donc là, en nœud déplaçable, si on coche, c'est-à-dire que c'est nœud déplaçable. Si c'est décoché, c'est non déplaçable par défaut. C'est déplaçable selon l'axe fort et non déplaçable selon l'axe faible. Le réglage qui va être très très important en outre de ces différents paramètres ici de flambement, c'est le choix de la méthode du contrôle des barres. Donc vous voyez qu'on a deux méthodes possibles, comme on en a dit tout à l'heure, LRFD et ASD. Donc c'est un réglage quand même qui est important, c'est forcément de choisir la bonne méthode pour la conception acier. Et celle-ci, bien sûr, devrait simplement correspondre à celle que vous avez choisie dans les combinaisons. Donc si vous faites la conception, par exemple, des contraintes admissibles, donc c'est l'ASD avec les combinaisons LFRD, alors vous allez grandement surdimensionner votre structure. À l'inverse, si vous utilisez combinaison ASD, mais que vous faites une vérification LFRD, sans facteur de sécurité en fait dans les combinaisons, quand vous êtes en ASD, donc là, on va plutôt sous-estimer la structure, ce qui est bien plus dangereux dans notre cas. Donc attention forcément à considérer la bonne méthode appropriée pour la conception de la configuration. Sachez que par défaut, ce sera toujours LRFD. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous changez dans les combinaisons automatiques, vous passez en ASD, il faut forcément regarder dans la méthode que vous utilisez la bonne méthode. Donc en gros, si vous allez changer, vous mettez en ASD, ici vous devez mettre que c'est bien ASD. Ça me fait penser, je vous ai pas montré, mais dans les paramètres du projet, si vous voulez changer les combinaisons automatiques en ASD, ça se fait dans les paramètres du projet. Donc, on va aller dans paramètres du projet et c'est dans charge. Et ici, vous pouvez changer, voilà, ASD. Et vous avez également la possibilité de sélectionner ou non les combinaisons automatiques. Donc là, c'est pareil que dans l'Eurocode. Hein. Donc, j'attire comme votre attention là-dessus. Il faut faire très très attention hein, que la méthode LRFD, c'est celle par défaut. Donc, en tout cas pour la méthode de conception. Donc, si vous voulez faire un dimensionnement ASD, il faut penser à aller changer ici la méthode manuellement. Autre chose, c'est l'appliquer la section H2 au lieu de H1, donc qui est la méthode pour le contrôle des barres hein, en contrôle combiné. Donc par défaut, c'est H1. Donc si vous voulez faire en H2, il faut cocher ici. Vous avez une autre possibilité, si vous voulez par contre l'associer, ça marche également pour pas que pour ça, mais vous avez également les données supplémentaires acier. Donc si vous voulez par exemple rajouter des résisteurs, des tôles profilées en acier pour tenir compte
des longueurs de déversement et de flottement différents suivant la raideur de l'atoll, les matières en déversement, et enfin les données éléments acier. C'est le même principe qu'à l'Eurocode, sauf que là, voilà, juste pour les données acier, la seule chose qu'on peut faire, c'est appliquer la section H2 au lieu de H1. Si je fais ça, je coche et je l'applique à une section, ça va prendre le dessus sur le contrôle forcément par défaut dans configuration acier. Donc maintenant, on va lancer la vérification des différentes sections. Donc je vais aller dans ici, contrôle à l'ELU. Je fais attention de sélectionner bien sûr la bonne combinaison, la bonne classe. Donc, normalement c'est automatique, comme on a tout fait laisser en automatique. Et je vais prendre par profil et détailler. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la sortie, mais bien sûr, ça reste toujours le même principe qu'à l'Eurocode. On peut avoir différentes sorties. Donc là, j'ai pris détaillé, tableau de formule. Je lance la régénération. Bien sûr, je vais faire sur tout. Voilà. Ah, j'ai pas pris le bon truc. Voilà, généré. Voilà. Donc on retrouve ici, je fais une sortie par profil. Donc pour chaque type de profil, j'aurai une vérification qui va être faite. Donc si je vais un peu plus dans le détail, je vais aller dans le global pour sortir uniquement ma section qui a le plus sollicité, qui était à 6,42 ici. Je régénère et je fais prévision note de calcul. Voilà. Donc nous sommes sur une note de calcul très complète, tableau et formule. Donc on va retrouver, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette note de calcul? Bon, c'est un peu connu maintenant hein, pour les personnes qui ont déjà utilisé SIA. C'est bah, le contrôle max, la combinaison ou la clé de combinaison qui donne ce contrôle max, les différents coefficients de sécurité, le matériau de la section, les efforts internes et ensuite, bien sûr, la classification qui sera basée sur les efforts internes de la section. Et après, on va retrouver tous les différents contrôles, qui soient le contrôle en compression, le contrôle en traction, le contrôle en flexion et également tous les contrôles de stabilité et combinés, déversement, etc. Donc vous voyez que si vous souhaitez comparer avec un calcul manuel, c'est possible quand vous placez tableau et formule. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le détail de formule et les détails de différents coefficients utilisés. Quelque chose qui est également important, et j'attire aussi votre attention là-dessus, c'est que la définition des axes est différente. Dans SIA, on ne peut pas forcément changer les axes. Donc ça veut dire que l'axe Y qui est dans SIA ingénieur correspondra à l'axe X qui est donné dans la norme. Et l'axe Z qui sera l'axe Y dans la norme. Donc faites très attention hein, si vous voulez faire du calcul manuel, enfin, de savoir qu'il y a une correspondance entre l'axe Y et X et l'axe Z et Y, entre ce qui est modélisé dans SIA et plutôt les systèmes d'axes dans SIA et le système d'axes utilisé par la norme américaine. Alors bien sûr, on peut aussi afficher le contrôle bref, et je vais le faire par exemple uniquement sur les profils. Voilà. Et là, ça permet d'avoir pour chaque section ou chaque profil le contrôle avec les 8 composantes. Donc le contrôle combiné, enfin plutôt le contrôle max qui est donné ici. Puis après, les différentes composantes, hein, que ce soit le contrôle en compression, traction, cisaillement, contrôle combiné, contrôle en MX, MY, qui sont euh, les moments suivant l'axe fort et suivant l'axe faible. Alors, on va retrouver ici les contrôles avec les contrôles max et les différentes composantes. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a certains profils qui sont pas optimisés. Alors, il y a aussi des profils qui ne passent pas. Donc là, je prends le profil qui passe pas. Ce sera celui-ci. Je vais prendre également celui qui est à côté. Voilà. Je vais faire actuel. Voilà. Et là, je vais faire un auto-design. Donc l'auto-design, qui est un peu le même principe qu'à l'Eurocode, qui permet
auto-dimensionner et d'aller chercher le bon profilé qui va correspondre en fait à un contrôle inférieur à 1. Donc là, il faut que je passe sur tout et que je sélectionne, je vois plus le cas actuel, mais il faut que je sélectionne dans tous les cas le type de la section. C'est le SC56. Je peux même rechecker ça, mais je pense que ça doit être celui-là. Je fais régénérer, c'est bien celui-là. Donc je vais aller sur Auto Design. Et voilà. Donc on peut donner le contrôle max. Si par exemple on veut limiter à 90%, on le fait à 90%, mais 0,9. Donc là on va laisser 1. Le contrôle qui est donné ici à 6,42 de la section actuelle. Vous pouvez également modifier, par exemple, la qualité d'acier, si on veut modifier la qualité d'acier, ou manuellement directement la section. On peut aussi, si vous souhaitez, avec le deuxième modifier le type de section, le type de profilé, si vous voulez remettre par exemple un tube au lieu d'un I ou un H. Et enfin, on peut également faire suivant et précédent. Donc suivant, ça sera dans l'ordre par rapport à ce que vous avez notifié ici, suivant la hauteur. Mais on aurait pu également le faire suivant l'aire de la section. Voilà. Donc si je fais suivant la hauteur, c'est vrai qu'on peut avoir différentes sections. Donc là, si je fais utilisation automatique, il me trouve un W 10 x 45 en hauteur, mais par contre, je suis à 0,65. Si je fais suivant une aire, voilà, on trouve un W 16 x 36 et on est à 82%. Voilà, donc après, c'est à vous de choisir, est-ce que vous voulez trier par l'air, soit par l'inertie, ou soit par la hauteur du profil. Vous pouvez également créer des listes. Là, j'en ai pas créé. On peut créer une liste avec une liste de toutes les sections les plus couramment utilisées par votre société, par exemple. Et là, on aurait pu les sélectionner dans la liste directement. Alors, bien sûr, vous pouvez créer, c'est comme l'Eurocode, on peut créer des listes d'un seul profilé, par exemple des W, ici, ou alors de différents types de profils à partir du moment qui correspondent bien au type I et H. Par exemple ici dans ce cas-là, ou alors à un autre type, hein, bien sûr, tubulaire ou autre type de section. Et ensuite, voilà, quand vous avez fait votre auto-design, j'ai oublié de le dire, mais vous faites OK, ça va automatiquement remplacer la section. On va passer maintenant au contrôle ELS. Alors bien sûr, si là sur l'automatique, on ne va pas avoir de surprise, mais si vous n'avez pas accès à la combinaison, c'est-à-dire que votre combinaison n'est pas de type ELS. Voilà. Donc normalement, si vous allez dans les charges, combinaison, voilà. Là c'est bien une charge de type de service, on voit de type ELS. Donc je vous dis ça parce que c'est vrai qu'on peut aussi avoir des surprises quand vous faites vous-même votre propre combinaison. Hop, ici, excusez-moi. Voilà, de bien prendre de type soit limite de service, soit limite ultime. Voilà, ultime pour le LU et de service pour le LS. Je peux par exemple regarder la flèche de cette section-ci. Donc on peut effectuer le contrôle d'ensemble donc de ma section. Voilà, donc là je suis à 0,20. Je vais peut-être prendre une note, peut-être que j'aurai peut-être un peu plus sur d'autres sections. 0,13. Peut-être ici. Voilà, 0,28. Un peu plus. Ok. Ou je vais peut-être prendre celle-là. Non, celle-là. Bon, je peux rester sur celle-là, on verra ce que ça donne déjà. C'était 0,20. On peut développer. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est déjà les, les flèches qu'on va retrouver ici. La limite de la flèche, qui est donnée ici, soit en pied, soit en pouce. Et après, le contrôle. Donc le contrôle, suivant qu'on regarde le contrôle variable, le contrôle max, hein, donc on max pour la flèche en tenant compte des charges permanentes et variables, et variable, c'est uniquement avec les charges variables. On trouve également la clé de combinaison qui vous donne le maximum pas de contraintes ici, mais de déplacement, donc de contrôle. On a également la possibilité d'afficher ici, dans l'interface, les différentes déformations, par exemple UY. Alors, ici, vous l'avez également
en inch. On aurait pu le mettre en millimètres si on changeait l'unité. Et enfin, le paramètre limit, qui peut être également donné soit en total, soit en variable. Donc là, c'est bien X et Y, hein, c'est parce que ça correspond à la norme, en fait, IBC. Donc la norme américaine, vous savez que les axes, c'est X et Y. Contrairement à la norme européenne, qui est un peu différente sur les systèmes d'axes. Et voilà. Et un 350e pour la variable en Y. Bien sûr, pour changer ses propriétés, en tout cas ses contrôles, on peut soit le faire directement dans la configuration acier. Donc ici, vous avez le contrôle ELS de la flèche. On peut changer les valeurs ici ou là. Donc tout dépend des formations Z ou Y. Également, si vous avez les contre-flèches, parce qu'on n'a pas de contre-flèche, flèche définie, calcul à contre-flèche. Et puis c'est tout pour la partie ELS. Et après, c'est format froid, mais on va pas entrer dans le détail sur les formats froids. Vous avez ici également la possibilité, donc ne pas oublier, c'est qu'il faut cocher sur cette petit BP box en fait pour avoir accès en fait à l'explication à quoi ça correspond. Dernière chose, on aurait pu également prendre la section et aller dans la section ici et dans longueur de référence et paramètres de flambant, on aurait pu modifier uniquement pour cette section-ci le contrôle en jouant sur la flèche ici et en sélectionnant pas sur la configuration mais pour toutes les travées et aller sélectionner ici la valeur du contrôle. Donc un 200e et un 350e ici dans ce cas-ci. Voilà, j'ai tout dit sur la partie conception aux normes américaines. Euh, donc après, bah, sachez que façon ça, le workflow, en tout cas, le processus de travail restera le même que vous travaillez soit avec les normes américaines ou les normes européennes. Donc si par exemple vous voulez faire un contrôle de stabilité, un calcul non linéaire au second ordre, ou une analyse sismique, ça restera pratiquement pareil à ce qu'on fait déjà en Eurocode, mais bien sûr avec les normes américaines ici, dans ce cas-ci. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement dans l'encart privé à cet effet. S'il y a des questions qui vous viennent enfin, plus tard, vous pouvez toujours les poser à notre support, hein, donc la support@sia.net. Soit nous contacter par téléphone avec les différents numéros sur dans quel pays vous faites partie, qui sont repris ici. N'hésitez pas également à consulter nos différents FAQ sur notre site internet ou la base de données enfin plutôt notre aide en ligne qui est donnée également sur notre site internet ou sur sia.help. Vous allez retrouver également pas mal de d'aides et d'indices sur les différents contrôles, par exemple, qui peuvent être effectués sous la norme américaine. Donc, je vais regarder maintenant les questions.